Donc surtout n'éteignez pas les téléphones et voilà mon Twitter. @dr _ L _ Alexandre. Non, je vais la garder, c'est gentil. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. J'aime beaucoup la Suisse et particulièrement Genève. Je viens souvent ici, et pas seulement en transit quand je vais skier derrière. J'aime beaucoup la Suisse. Et comme d'habitude, tout est merveilleusement bien organisé. À partir du moment où on met le pied ici, chaque fois que je suis venu faire une conférence, j'ai toujours été frappé par la ponctualité, l'organisation, la rigueur, qui ne sont pas que des clichés, mais qui sont une vraie réalité et qui expliquent que vous soyez le pays le plus compétitif au monde. Je vais vous parler d'intelligence artificielle et d'économie, et je vais pas mal parler de la Suisse. Alors non pas parce que la Suisse est le pays le plus menacé au monde par l'intelligence artificielle, ce serait plutôt le contraire, car vous avez l'une des économies les plus complexes, les plus sophistiquées au monde, avec des entreprises pour de multiples raisons qui sont plutôt surcapitalisées, qui ont des trésoreries très fortes, qui ont une santé financière excellente. Vous êtes au contraire, de par la qualité de votre système de formation, la stabilité politique, un des pays les mieux armés pour amorcer cette révolution technologique qui va venir. Je vais vous parler davantage de philosophie que de business et de finance. Et on va voir que l'intelligence artificielle, finalement, ça nous renvoie à plein de sujets. L'accélération technologique. Dieu, Homo Deus. Petit à petit, nous sommes en train d'acquérir des pouvoirs démiurgiques. Modifier, lire notre cerveau, changer notre ADN, sélectionner les bébés, aller dans le cosmos, développer des cerveaux de silicium, c'est une économie nouvelle. Rien qu'un chiffre, c'est ma tribune dans l'Express cette semaine. En France, déjà, 1 bébé sur 30 est fabriqué sans rapport sexuel, par fécondation in vitro. On a dépassé 3%. La mort du sexe pour faire des enfants est bien le signe que nous devenons des dieux et que nous échappons à notre nature biologique, quoi qu'on en pense d'un point de vue philosophique et religieux, et je ne me permets pas de trancher sur ce point. Violence. Ces technologies sont violentes et vont être utilisées à des fins parfois militaires. Impréparation. Nous n'avons absolument pas préparé notre système éducatif, nos pays, à la vague de l'intelligence artificielle qui arrive. Trou noir. Le trou noir de valeur. Les entreprises qui ne sont pas dans l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale décroissent, et les entreprises qui sont au cœur de la création de valeur par l'intelligence artificielle voient leur valeur augmenter. Il y a un trou noir de valeur en faveur des entreprises qui sont les leaders de l'intelligence artificielle et des algorithmes. C'est d'ailleurs pour ça que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et les BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, se dirigent tout doucement, chacun, vers 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Désynchronisation. Ça, c'est la chose la plus terrible. Nous avons une désynchronisation totale entre le temps du politique, qui est un temps très lent, issu d'institutions millénaires, avec des hommes politiques qui font ce qu'ils peuvent, qui ne sont pas des méchants, mais qui sont sur un autre rythme que le rythme de la technologie et le rythme de l'intelligence artificielle. Cette désynchronisation entre la régulation politique administrative, qui va à un pas de sénateur au sens français du terme, par rapport à la technologie qui galope, est un gros sujet de préoccupation parce que nous ne nous préparons pas. Et nous ne préparons pas nos sociétés au tsunami technologique et notamment au tsunami de l'intelligence artificielle. Tabou. On va parler ce soir de tabou. Il y a un grand tabou dans nos sociétés, c'est le tabou de l'intelligence. Mais dans une société de la connaissance, dans une société de la data dans laquelle on rentre, l'intelligence est le levier de tous les pouvoirs. L'écart entre les gens doués et les gens moins doués est en train de devenir insupportable. L'un des bons spécialistes de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, Lewandowski, il a un salaire de 20 millions de dollars par an. Et des gens qui sont entre 10 et 50 millions de dollars dans les spécialistes de l'intelligence artificielle, il y en a chaque jour davantage.
Cet écart entre les gens qui maîtrisent bien la data et qui sont au cœur de la création de valeur économique au XXIe siècle et les autres devient politiquement inacceptable, devient intolérable. Nous n'allons plus pouvoir laisser la mesure de l'intelligence, le quotient intellectuel, même si c'est un indicateur imparfait de l'intelligence, être des tabous. À l'ère de l'intelligence artificielle, il va bien falloir monitorer l'intelligence et parler d'intelligence. Il va bien falloir à l'école réfléchir aux meilleures méthodes pour augmenter les capacités intellectuelles de nos enfants, quand l'intelligence artificielle quasi gratuite va déferler. Il est aussi con de ne pas parler de neurosciences et de quotient intellectuel à l'école que de soigner un diabétique sans mesurer sa glycémie. C'est absurde. Le tabou du quotient intellectuel va devoir sauter. Enfin, ça dépasse votre intérêt en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, mais ce monde est vertigineux. Ce monde est vertigineux, ce qui nous interpelle en tant que parents, en tant que citoyens, mais aussi en tant que chef d'entreprise, car vous le savez bien, dans la société technologique dans laquelle nous sommes, ce sont d'abord les entrepreneurs qui créent le futur, plus que les politiques. Car ce sont eux qui sont les diffuseurs de la technologie dans la société. Les entrepreneurs ont un rôle particulier, ont une responsabilité particulière dans l'organisation sociale au moment où ce tsunami technologique déferle sur nous. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de ce qui nous arrive du fait de l'évolution technologique. Et ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. J'ai été un des précurseurs, j'ai créé parmi les premières boîtes d'Internet en Europe il y a 25 ans. On imaginait un Internet qui allait créer une société plus égalitaire, plus démocratique et plus décentralisée. Avec Internet, on allait pouvoir télétravailler. Donc on pourrait avoir des cadres qui travailleraient depuis leur maison de campagne. Il n'y aurait plus d'inégalité entre les territoires. On allait homogénéiser sur le plan culturel, intellectuel, politique. On allait, et c'est la naïveté du printemps arabe, on allait, grâce à Facebook et les réseaux sociaux, faire tomber les régimes corrompus du monde arabo-musulman. Vous savez que ça s'est terminé par des dictatures islamistes dans la plupart des endroits. Donc on était parti avec une vision utopiste, bisounours et naïve de l'Internet qui allait supprimer tous nos malheurs et généraliser la démocratie universelle. À la place, on a un Internet qui est de plus en plus un enjeu géopolitique, qui est contrôlé, qui est devenu un enjeu militaire de par son évolution vers l'intelligence artificielle. Et Poutine, il y a 15 jours, a dit « Celui qui sera le leader de l'intelligence artificielle sera le maître du monde ». Nous sommes rentrés dans une guerre de l'intelligence artificielle qui est aussi une guerre militaire. Celui qui maîtrise l'intelligence artificielle pourra laisser sur place les missiles nucléaires de l'autre. La puissance au XXIe siècle n'existe que si on a une puissance forte en matière d'intelligence artificielle. On imaginait un monde plus serein, plus heureux, plus simple. Et voilà qu'on nous explique qu'il va falloir mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux pour ne pas être marginalisés par l'intelligence artificielle, comme Elon Musk le répète régulièrement. Et Elon Musk n'est pas n'importe qui, comme vous le savez. Il se passe dans le darknet, c'est-à-dire dans le web caché, entre le trafic de drogue, les trafics de bitcoins, toutes les horreurs possibles, tous les virus possibles et imaginables, il se passe plein de choses que personne n'imaginait en 1995. L'intelligence artificielle est en train de tuer la privacy. Et pas uniquement parce qu'on est traqué sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que nous sommes totalement transparents pour l'intelligence artificielle. Il y a 10 jours, The Economist faisait cette couverture sur les nouvelles capacités de l'intelligence artificielle, capable avec un bon pouvoir prédictif de savoir sur une simple photo si quelqu'un est homosexuel ou hétérosexuel, ce qui ne pose aucun problème à Genève, mais qui en pose dans certains pays, comme le Pakistan et l'Égypte, où, je vous le rappelle, l'homosexualité est punie de mort. Punie de mort.
De la même façon, The Economist montrait tout ce que l'on peut voir à partir d'une photo, et ça n'est qu'un exemple de notre transparence face à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle arrive à mesurer assez bien notre quotient intellectuel sur une photo de nous. Car effectivement, il y a des gènes communs entre le câblage neuronal et la forme de notre visage, qui sont prédictifs. Ce n'est pas une prédiction à 100%, bien sûr, mais c'est une prédiction troublante, qui montre à quel point l'intelligence artificielle va savoir sur nous des choses que nous n'imaginions pas sur la place publique. Qui imaginait cela en 1995? Personne. Mais le plus perturbant, c'est qu'en réalité, là où nous imaginions un web qui allait diminuer les écarts, en réalité, nous avons maintenant une intelligence artificielle qui est en train de créer des écarts plus importants que jamais, au moins aussi importants que ce qu'il y avait entre les campagnes de Roumanie et Venise en 1250. Moretti a écrit un livre très intéressant sur la concentration de la richesse aux États-Unis. Et The Geography of Jobs, je vous invite vraiment à le lire. Il n'est pas traduit en français, il n'est qu'en anglais, mais il est absolument, absolument passionnant. Et il est téléchargeable sur Kindle. Au lieu d'avoir un Internet homogénéisant, nous avons eu l'enfant de l'Internet, qui est l'intelligence artificielle, qui est en train de créer une superposition de tous les pouvoirs. Aux mêmes endroits, nous avons les cerveaux, nous avons les bonnes écoles, c'est Madame Montessori, bien sûr. Nous avons le smart money. L'argent, il y en a plein partout, on s'en fout. L'argent important, c'est l'argent que les entrepreneurs investissent sur des projets porteurs. Ce n'est pas l'argent mis en bon du trésor dans des dictatures, bien sûr. La seule chose qui compte, c'est le smart money, l'argent intelligent, qui s'investit dans des projets porteurs d'intérêt et de création de valeur, notamment technologiques. Les entreprises qui travaillent sur les technologies clés, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et puis les sciences la cognitique, c'est-à-dire la robotique, l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau. Tout cela est superposé. Entre le premier ordinateur fait par Carl Zune, qui faisait une opération par seconde, avec toutes 2 mètres cubes, et aujourd'hui les ordinateurs les plus puissants, qui font 93 millions de milliards d'opérations par seconde, nous avons eu en quelques décennies une multiplication de la puissance informatique par 100 millions de milliards. Cette explosion de la puissance informatique se traduit aujourd'hui par une absorption de valeur par ceux qui maîtrisent les algorithmes. Ce trou noir de valeur, on le voit très bien sur la disparition de l'industrie télécom européenne en 10 ans. Forbes, en 2007, écrivait un article sur Nokia en expliquant que jamais personne ne pourrait entamer le monopole mondial sur le téléphone de Nokia, qui avait 55% du marché mondial des téléphones portables, avec des appareils pourris comme ça, qui semblait le summum de la technologie pour les 1000 prochaines années. L'iPhone venait de sortir 3 mois plus tôt, tout le monde disait que c'était un appareil dégueulasse, que les gens ne voulaient pas de grands écrans, voulaient des touches. Et il y a sur YouTube une interview extraordinaire du patron de Microsoft, Paul Allen, qui était le co-actionnaire avec Bill Gates de Microsoft, dans lequel pendant 20 minutes, Paul Allen explique que l'iPhone va être un flop terrible, que personne ne veut de grands écrans, que personne ne veut de téléphone à touche, sans touche, et que les gens veulent des touches en plastique, et que ça allait tuer Apple. Comme vous savez, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Nokia est mort et Microsoft, qui avait 95% du marché mondial des logiciels pour téléphone, est tombé à 0. Ce trou noir de valeur, on peut aussi le voir quand on compare la valeur d'un WhatsApp qui s'est vendu 23 milliards à Facebook, avec 55 salariés et 4 ans d'existence, par rapport à ce que les 194 000 salariés de Peugeot ont créé depuis 1810, puisque Peugeot a été créé sous Napoléon Ier, il y a 207 ans.
194 000 travailleurs valeureux qui font les 3-8 dans les brouillards de Sochaux et de Montbéliard ont créé 2 fois moins de valeur que 55 petits génies faisant de l'algorithmie chez Facebook en 4 ans. Cette transformation de la valeur, elle va s'accentuer. Cette migration de la valeur, elle va s'accentuer. Partout dans vos métiers, vous avez des opportunités immenses, mais votre valeur peut être siphonnée par les maîtres de l'intelligence artificielle. Et pour bien bénéficier de toutes ces opportunités et ne pas se faire rincer et plumer par les maîtres de l'intelligence artificielle, il est maintenant important de faire de la veille technologique quand on est un entrepreneur. Parce que ce qui est arrivé à Nokia, ça peut aussi arriver à un petit business, à un moyen business, même si on n'est pas une multinationale des télécoms. De la même façon, il y a quelques mois, Intel a racheté Mobileye, qui est une toute petite start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes, les voitures sans chauffeur. Là encore, plus cher que Peugeot, une poignée d'ingénieurs, 15 milliards de dollars. La valeur se concentre aujourd'hui sur tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Il faut truffer vos business d'intelligence artificielle avant que vos business soient siphonnés par les maîtres de l'intelligence artificielle. L'économie dans laquelle on rentre est une économie qui a 4 caractéristiques. Une économie de plateforme. Les GAFA, les BATX, regardez la puissance que Google, Apple, Facebook, Amazon ont acquis. Quand vous discutez avec un grand patron, qu'il soit suisse ou français, les gens n'ont qu'une peur, c'est que les GAFA viennent piquer le business. Récemment, Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a dit « Mon principal concurrent, c'est Google ». Le patron d'Airbus a dit la même chose. On pourrait multiplier les exemples. Vous avez monté un business pendant 100 ans et vous avez des petites poignées d'ingénieurs qui viennent et qui vous siphonnent. Regardez TF1. TF1 était la plus grande chaîne de télévision européenne avec une market cap énorme. Petite start-up est arrivée à laquelle personne ne croyait. Racheté pas très cher par Google, YouTube. On estime que YouTube vaut 150 milliards. TF1 vaut 0. TF1 est un zombie. YouTube a concentré toute la valeur avec les vidéos de Facebook et celles de Snapchat. Donc plateformisation, des technologies exponentielles qui croissent très vite et qui donc rebattent les cartes géopolitiques et économiques beaucoup plus vite qu'avant. Avant, quand vous aviez un garage, il n'y avait pas de technologie disruptive qui arrivait. La dernière disruption, c'est quand on est passé du maréchal Ferrand au garagiste, le long de la voie entre Genève et Lausanne. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, la technologie va beaucoup plus vite. Plateformisation, technologie exponentielle, démurgisation, on l'a vu. Avant, on faisait de la mécanique, des machins. Maintenant, on commence à bouger, non pas la matière inanimée, mais on commence à bouger nos chromosomes, nos cellules, etc. Ces technologies-là ont un pouvoir sur notre humanité qui est totalement inédit et qui font que le business a des conséquences philosophiques, religieuses, morales, éthiques, comme il n'en a jamais eu. Enfin, bien sûr, et c'est le sujet d'aujourd'hui, l'apparition d'intelligence gratuite ou quasi gratuite, qui est un moment inédit dans l'humanité. La dernière fois où on a eu un concurrent, c'est il y a 29 000 ans. C'est Néandertal et on l'a zigouillé. Enfin, il y a un petit débat parmi les paléontologues pour savoir si il est mort pour des raisons d'épuisement génétique et de sanguinité ou si on l'a zigouillé. Il semble que ce soit un mélange des deux, mais il y avait 2 espèces intelligentes sur Terre il y a 29 000 ans et Néandertal a disparu au Portugal il y a un petit peu moins de 30 000 ans. C'est la première fois où il va y avoir sur Terre 2 espèces intelligentes où nous allons être concurrencés par une 2e forme d'intelligence conceptuelle. Et on n'y a pas réfléchi. Nous avons mis en place une industrie basée sur l'intelligence artificielle sans réfléchir à la façon dont les cerveaux de silicium et nos cerveaux vont devoir cohabiter. Peut-être que nos petits-enfants jugeront que nous avons été irresponsables. Mais il va falloir faire avec.
Les penseurs de la technologie et de la société, Michael Porter, Schumpeter, sur les révolutions technologiques, Malthus, bien sûr, Polanyi, Marx, et puis Teilhard de Chardin, sur les implications philosophiques de ces technologies, sont les penseurs auxquels je ferai référence ce soir. D'abord Schumpeter. Schumpeter, c'est lui qui a théorisé, autrichien parti aux États-Unis, qui a théorisé les révolutions technologiques. Nous vivons aujourd'hui une révolution schumpeterienne avec les technologies NBIC. Mais ce n'est pas uniquement une révolution schumpeterienne, c'est aussi un changement de civilisation. L'intelligence artificielle, la possibilité de modifier nos chromosomes, c'est plus qu'un changement technologique, c'est plus que ce qu'a été la machine à vapeur en 1780 ou de ce qu'a été l'arrivée de la voiture et du pétrole en 1890. Quelques mots sur l'intelligence artificielle pour qu'on voit à quel moment nous sommes de cette évolution. Le premier âge de l'intelligence artificielle, ce n'était pas vraiment de l'IA. Ce sont les algorithmes faits à la main traditionnellement. Ça ne va pas très loin parce qu'on ne peut pas faire des algorithmes avec des milliards de branches à la main. Et donc on ne pouvait faire que des choses simples. Optimiser une trésorerie d'entreprise, faire des prévisions météo. Le deuxième âge, c'est le deep learning. C'est-à-dire de faire des réseaux de neurones, des milliards de neurones virtuels, qui ne sont pas des neurones biologiques, ce sont des neurones artificiels, qui sont organisés sous forme de 10 à 30 couches et qui imitent une partie du cerveau humain et qui ont une autre caractéristique, c'est qu'ils ne sont pas auditables. Parce que les coefficients de pondération de ce milliard ou de ces 2 milliards de neurones changent à chaque milliseconde. Donc c'est en fait une boîte noire pour l'esprit humain. C'est ce deuxième âge du deep learning qui permet d'avoir des voitures qui se conduisent toutes seules, qui permet d'avoir tout ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui, comme diagnostiquer un cancer mieux qu'un cancérologue, ce qui pose un vrai problème sur la réorientation et la réorganisation du métier de médecin. Troisième âge de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une intelligence artificielle non plus technique et verticale, mais transversale, comme l'esprit humain, et capable de faire ce qu'on appelle du transfer learning. C'est-à-dire quand on sait quelque chose sur un secteur, on peut l'appliquer à un autre secteur. Ce que l'IA ne peut pas faire aujourd'hui. Une IA qui est entraînée pour diagnostiquer des cancers de la peau, elle n'est pas capable de faire autre chose que diagnostiquer des cancers de la peau. Cette phase 3, elle se situe quelque part entre 2025 et 2035. Elle permettra à l'IA de concurrencer un avocat, par exemple. Elle permettra à une intelligence artificielle de se faire passer pour un être humain, ce qui pose d'immenses problèmes de sécurité, vous le savez bien, puisque l'intelligence artificielle commence par ailleurs à parfaitement bien imiter notre voix et reconnaît très bien notre voix, puisque la dernière IA de Microsoft reconnaît mieux le langage humain qu'un être humain. Et c'est transcrire par écrit un discours humain mieux que les sténotypistes aveugles dans nos parlements. Vous savez, les gens qui tapent les discours dans les parlements, l'IA fait mieux que les sténotypistes professionnels aveugles pour retranscrire un discours. L'intelligence artificielle au stade actuel, si elle nous pose un problème pour nous, Européens, et si nous sommes des crapauds numériques en Europe, c'est à cause de Metcalfe. Metcalfe est l'inventeur de la norme Internet récente. Robert Metcalfe. Mais c'est surtout lui qui a théorisé ce qu'on appelle la loi de Metcalfe, qui explique que la valeur d'un réseau croît comme le carré des utilisateurs du réseau. La télévision, elle n'est pas metcalfienne. Si je suis tout seul à regarder un programme télévisé, ou s'il y a 1 milliard de personnes qui regardent la même émission, j'ai le même plaisir et je regarde la même émission. Quand j'ai le téléphone portable, selon qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont le téléphone portable, ou que je suis tout seul au monde à avoir le téléphone portable, je n'ai pas la même utilité du téléphone. Ça, c'est metcalfien. Plus il y a de gens qui ont le téléphone, plus c'est intéressant. Plus il y a de gens qui regardent la même émission de télé que moi, ça n'a aucune importance. Puisque les réseaux et l'intelligence artificielle sont d'autant plus forts qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça donne une énorme prime à ceux qui ont une position majeure. C'est pour ça que les GAFA sont de plus en plus gros, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'acteurs européens. C'est qu'aujourd'hui, pour développer un applicatif d'intelligence artificielle, c'est vachement compliqué si vous n'avez pas au moins 500 millions d'utilisateurs qui éduquent votre intelligence artificielle. Par exemple, nous tous,
et encore plus nos enfants et nos petits-enfants. Nous mettons gratuitement 10 milliards de photos sur Facebook et ses filiales, que sont Instagram, WhatsApp et Messenger, et ça permet chaque jour gratuitement d'éduquer les intelligences artificielles de Facebook. Vous imaginez bien que si demain quelqu'un dans la salle veut créer une intelligence artificielle, il va avoir du mal à avoir les 10 milliards de photos que chaque jour, supplémentaires que Facebook a chaque jour pour éduquer son intelligence artificielle. Il y a une prime au plus gros dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui explique qu'il n'y a aucune plateforme européenne. Aucune. Nous avons des toutes petites boîtes, Blablacar, Criteo, qui valent autour d'1 milliard chacun, pendant qu'on l'a vu, les GAFA se rapprochent des 1000 milliards chacun. Alors, vous voyez, quand on regarde différents algorithmes, on se rend compte que ce qui compte, c'est le nombre d'items qu'on a utilisés pour éduquer l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout la qualité des algorithmes. Les algorithmes d'intelligence artificielle, ils se valent tous. La seule chose qui est importante, c'est est-ce qu'on a éduqué l'intelligence artificielle avec 100 000 mots, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Et vous voyez que plus on éduque l'intelligence artificielle avec beaucoup de choses, meilleurs sont les résultats. Pour éduquer une intelligence artificielle à voir, il faut des milliers de milliards de photos. Et si vous l'éduquez avec 50 millions de photos, les résultats vont être dégueulasses. Voilà l'origine de l'avantage immense des Google, Facebook et des autres, qui va être compliqué à résoudre. Alors, on commence à voir en reconnaissance visuelle, il y a eu un très beau papier dans Science il y a quelques mois qui montre que l'intelligence artificielle reconnaît mieux un cancer de la peau que les meilleurs dermatologues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de boulot pour les dermatologues, ça veut dire que les dermatologues vont devoir changer ce qu'ils font de leur emploi du temps. Quatrième âge de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle dotée de conscience artificielle, comme dans ce remarquable film Ex Machina, pardon. C'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait un but propre et qui ne serait pas seulement à notre service. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le télécharger, le regarder. Ex Machina est remarquable. Et si vous voulez comprendre l'intelligence artificielle, en 2 heures, vous aurez tout pigé. En plus, en vous amusant. Enfin, non, en vous amusant peut-être pas, parce que ça se termine de façon... parce que l'intelligence artificielle finit par tuer. Mais je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais pas vous spoiler. Alors, IA forte, IA faible. Traditionnellement, on appelle IA forte les IA capables de faire des très belles choses, mais qui n'ont pas conscience d'elles-mêmes et qui n'ont pas de projet, et qui sont à notre service. Et puis les IA fortes, ce sont les IA dotées de conscience. Et il y a une vraie cassure entre IA forte et IA faible. Hein. Ça, c'est une IA faible. C'est les domestiques dans les vestiges du jour. Ils obéissent à leur maître. Ils n'ont pas d'objectif propre. Ce sont des toutous. C'est ça l'IA faible. L'IA faible, vous lui dites... en 2030, quand Siri marchera un peu mieux qu'aujourd'hui, vous lui dites « grosse conne, réserve-moi un billet de train ». Et elle dira « oui, bien sûr, et je vous ai même réservé à la gare une place à votre restaurant préféré. Bon voyage, Laurent ». Et puis une IA forte, c'est un peu comme HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Si vous lui dites « grosse conne », la Tesla pourrait un jour vous écraser. C'est ça la différence, résumée en quelques mots, entre une IA faible et une IA forte. L'IA faible peut nous concurrencer, mais elle ne peut pas devenir hostile directement. Elle peut être manipulée par un tiers terroriste, mais elle ne va pas volontairement nous faire du mal ou chercher à prendre le pouvoir. Alors qu'une IA forte le pourrait. La grande question, et il n'y a aucun accord entre les spécialistes sur le sujet, y aura-t-il une IA forte dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 100 ans? Il n'y a pas 2 avis identiques sur Terre, et vous avez probablement vu cet été à quel point le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, et le fondateur de Tesla, Musk, se sont insultés sur Twitter et sur Facebook sur ce sujet. Zuckerberg traitant Musk d'inconscient, etc. Et dans l'autre sens, Musk expliquant que Facebook allait trop vite en matière d'intelligence artificielle et pouvait faire émerger, sans s'en rendre compte, une intelligence artificielle qui pourrait chercher à exterminer l'humanité. Reprenant en ça ce que l'astrophysicien Hawkins et Bill Gates ont dit en 2014, 2015, 2016 et début 2017. Alors, le problème de la robotique et de l'IA. Si on prend les 4 technologies un peu hype aujourd'hui, l'informatique, l'intelligence artificielle, la robotique et les biotechnologies, ça va doucement. Et puis,
il faut beaucoup de temps pour essayer les médicaments. Ce n'est pas explosif. Ça a un impact majeur sur notre santé future, mais ce n'est pas explosif. La robotique non plus. Les robots coûtent très cher. Les robots de Boston Dynamics, propriété de Google, que Google a vendu récemment au milliardaire transhumaniste Son, qui a lancé un fonds de 100 milliards de dollars pour accélérer la singularité, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle devient plus forte que l'intelligence humaine. Un fonds de 100 milliards, Son. Est-il légitime et astucieux de dépenser 100 milliards pour que l'intelligence artificielle dépasse l'homme? C'est une question politique qu'on pourrait se poser. Ces robots valent 1,5 million de dollars pièce avant qu'on s'en serve pour nettoyer les toilettes de l'aéroport de Genève, qui par ailleurs sont très propres, ou pour faire la vaisselle au restaurant du coin. Il va se passer un certain temps. Ça croît beaucoup plus vite que ça. Et paradoxalement, l'intelligence artificielle non robotisée est plus importante sur le marché du travail dans les 10 années qui viennent que la robotique, parce que la robotique est chère. On va automatiser le travail d'un radiologue bien avant le travail d'une femme de ménage dans un hôtel. C'est le contraire de ce qu'on imaginait. On imaginait que le danger pour le marché du travail, c'était le robot. En fait, les robots coûtent encore très cher. Et un robot ne s'upgrade pas comme une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, les petits bouts d'intelligence artificielle qu'il y a sur nos téléphones, on les met à jour chaque nuit. On ne peut pas mettre à jour chaque nuit la main mécanique d'un robot. On n'a pas du tout les mêmes mécanismes de diffusion de l'innovation sur la robotique que sur l'IA. Donc le problème qu'on a sur les 15 ans qui viennent, ce n'est pas les robots, à part les camions qui se conduisent seuls, c'est l'intelligence artificielle sans robot. C'est pour ça que si on prend les métiers qualifiés et ce qui est automatisable, vous voyez, designer, radiologue, codeur, tout ça, c'est des métiers qualifiés. Designer n'est pas automatisable à court terme. En revanche, codeur informatique ou radiologue l'est. Agent bancaire, hotliner, bien sûr, chauffeur. Ouvriers, femmes de chambre, qui sont des métiers pas très qualifiés, ne sont pas automatisables parce que les robots coûtent trop cher. Tant qu'un robot coûte 1 million de dollars pièce, je parle d'un robot Android, je ne parle pas d'un robot soudeur, eh ben, on ne va pas automatiser les métiers manuels de base. L'économie dans laquelle on rentre et à laquelle il va falloir s'adapter, c'est une économie dans laquelle on a des oligopoles, pour les raisons qu'on a vues, pas beaucoup d'acteurs, très complexes, avec une nouvelle segmentation des métiers et puis une valeur qui peut rapidement migrer. Ce que l'intelligence artificielle nous a appris, c'est que des métiers que l'on pensait non délocalisables, par exemple, peuvent être délocalisés en 5 ans. Ce qui doit inciter chacun d'entre nous dans son business à réfléchir et à être en état d'éveil sur le plan de la veille technologique. Pour ceux qui sont professions libérales ou qui font des business qui se rapprochent des professions libérales, je vous incite à lire l'extraordinaire bouquin de Susskind sur le futur des professions, c'est-à-dire au sens anglo-saxon du terme, les professionals, c'est-à-dire les professions libérales, qui est absolument extraordinaire sur le devenir des professions libérales face à l'intelligence artificielle. Le plus bel exemple de cette migration de valeur, c'est un vis-à-ligne. Moi, comme tout le monde, quand on me demandait des exemples de métiers non délocalisables, je disais orthodontiste, parce que je suis fils de dentiste, et coiffeur. On ne va pas prendre l'avion à Shanghai ou New Delhi pour se faire couper les cheveux moins cher. Puis on n'allait pas prendre l'avion chaque semaine avec son gamin pour aller chez l'orthodontiste. Hein. Évidemment. C'était un métier 100% non délocalisable jusqu'à la fin des temps. Il n'était pas possible de prendre l'avion Genève-Kuala Lumpur pour aller chez un orthodontiste moins cher. Tous les mercredis après-midi. Et ben voilà. Et ben c'était une connerie. Il y a une start-up aux États-Unis, un vis-à-ligne, qui est située juste entre Facebook, Apple et Google, qui fait un système tout bête pour les adultes et les enfants. C'est même plus le dentiste qui fait, mais c'est l'assistante dentaire, elle passe une sonde qui fait 3000 photos à la seconde devant les dents. Ça fait en 3D une représentation du maxillaire et des dents. Ça part en Californie. Un vis-à-ligne
par intelligence artificielle et qui analyse les 4 millions de patients déjà traités, détermine dans quel ordre il faut bouger les dents, idéalement, et à quelle vitesse, fait fabriquer avec une imprimante 3D 12 gouttières transparentes qui sont envoyées par FedEx. Pour l'instant, le FedEx arrive non pas chez le patient, mais chez l'orthodontiste. Invisalign ne détruit pas pour l'instant le circuit de distribution par les orthodontistes, et puis il y a des raisons réglementaires. Mais 99% de la valeur de l'orthodontiste est maintenant en Californie, sur un métier 100% non délocalisable. C'est ça l'intelligence artificielle. On a remplacé des heures. Moi j'ai passé 4 ans chez l'orthodontiste, j'en fais encore des cauchemars. On a passé des heures à serrer les dents et machin, et puis à l'époque, c'était pas les petites plaquettes, ça faisait le tour des dents, c'était l'horreur, ce que ça faisait mal. 4 ans. On remplace ça par 1 millième de seconde d'intelligence artificielle en Californie. Ce qui est arrivé aux orthodontistes peut arriver à chacun de votre business en 6 mois. Mais on ne sait pas quand, et on ne sait pas par qui. Les banques attendent que Facebook et Google et Apple rentrent. Facebook a une licence bancaire, mais ils ne savent pas quand ça va arriver. La veille technologique est un mot-clé à l'ère de l'intelligence artificielle. Google, la semaine dernière, et si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer en PDF, parce que j'en ai fait un papier dans le Monde à Paris la semaine dernière. Google a fait une étude qui montre qu'on peut faire un bilan cardiovasculaire complet à partir d'une photo du fond d'œil, prise par un appareil photo tout simple, hein, sans rien poser sur le globe, grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, mon cardiologue aurait pu faire la même étude. Non, Google l'a fait à partir de 300 000 patients. Quand le professeur Duchemol au CHU de Genève fait une étude, c'est avec 45 patients, 50, 60, 75, parfois 150. On dit c'est une grosse série. Oh, le patron, il a fait une grosse série. Hein. Parfois 200. Parfois on se met à plusieurs. On va atteindre 500 malades. 300 000. Et la conclusion du papier de Google, c'est 300 000, c'est trop peu. Il faudrait 1 million de patients pour faire de la bonne intelligence artificielle médicale. Vous voyez l'effet de monopole qu'il y a. L'intelligence artificielle ne se construit pas à partir de bases de données petites, mais à partir de bases de données géantes. Ce qui pose un problème pour les orthodontistes, parce qu'aucun orthodontiste ne peut avoir 4 millions de patients tout seul pour éduquer une intelligence artificielle. Et on le voit sur cet exemple-là. Cette volumétrie de l'intelligence artificielle et des géants du web fait que les petits business peuvent être dépassés et doivent être vigilants en surfant rapidement sur ces évolutions. Les professions libérales vont avoir, et les petits business vont avoir un choc dans 10 à 15 ans. Aujourd'hui, ce type d'appareil, comme Siri, tout ça, ça ne marche pas très bien. C'est encore très élémentaire, mais on peut estimer que d'ici 10, 15, 20 ans, ça va imiter parfaitement un être humain. Et ça pourra remplacer un avocat ou un médecin. C'est pas tout de suite, mais c'est dans pas très longtemps. Et ça va changer beaucoup de business quand l'intelligence artificielle va répondre aussi bien qu'un être humain hautement qualifié derrière un appareil électronique, qu'il s'agisse d'un téléphone portable ou d'un appareil comme les nouveaux appareils de Google. Et on pourrait dire, mais attendez, mes clients, mes patients vont jamais faire confiance à l'IA de Google. Pas du tout. Si on prend la santé, dans un sondage récent, 58% des Français sont prêts à confier leur dossier médical et leur santé à Google ou aux autres GAFA. Et chez les jeunes, c'est 68%. 2 tiers de la jeune génération nous a déjà abandonnés, nous, docteurs, en tout cas est prêt à nous abandonner quand l'intelligence artificielle des GAFA fera mieux que nous, ce qui ne saurait tarder. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les docteurs. Les docteurs vont devoir réinventer leur métier sur les 20 prochaines années. Et quand vous voyez l'état des facultés de médecine et l'état de la réflexion dans les facultés de médecine, il va y avoir des mauvaises surprises. Tout ceci crée des inquiétudes. Des gens ont peur que nous rentrions dans une situation de mort du travail. À Davos,
pas très loin d'ici donc, Sergey Brin, le copropriétaire de Google, a dit « La révolution de l'intelligence artificielle a été profonde et m'a surprise alors même que j'étais au cœur du dispositif. Ça a été plus vite que moi, patron de Google et fondateur de Google, je le pensais. » Nous voyons revenir les angoisses ludites, c'est-à-dire des gens qui détruisaient les machines à tisser dans l'Angleterre des années 1799 à 1812 et qui ont conduit à plein de condamnations à mort, dont celle de Lod, qui était le meneur des gens qui cassaient les machines à outils. On a eu la même chose en France, là encore pas très loin d'ici, à Lyon, les canuts, qui détruisaient les machines-outils. Ça a été, il y a eu une répression terrible. Il y a eu un massacre, les canuts de Lyon ont été tués par l'armée. Ils cassaient les machines à tisser des premières usines lyonnaises, ce qui a donné lieu à deux expressions françaises. La première, c'est qu'au début, ils prenaient les machines, ils les jetaient dans la Saône, mais c'était lourd parce que les machines-outils pesaient lourd, et donc ils ont trouvé un truc plus simple. Au lieu de les porter et les mettre dans l'eau, ils prenaient des sabots, ils jetaient le sabot dans le mécanisme, et ça cassait le mécanisme. Ils avaient inventé le sabotage. Et le mot est resté. Le mot sabotage vient des sabots des canuts de Lyon. Et le deuxième truc, c'est que l'armée a tiré dans le tas et il y avait beaucoup de cervelles par terre. Et ça a donné la cervelle des canuts. La cervelle de veau à la lyonnaise, ça vient du massacre des canuts quand leur cervelle était sur les pavés des rues lyonnaises. En France, la gauche, et il y a des réflexions identiques dans certains cantons de gauche et à Genève particulièrement, qui est le moins libéral des cantons suisses, si j'ai bien compris votre histoire. Certains ont proposé un revenu universel, c'est-à-dire le moyen de calmer la colère populaire en donnant un revenu à tout le monde, et notamment à ceux qui ne sont pas capables d'être compétitifs face à l'intelligence artificielle dans les années et les décennies qui viennent. Ça n'a pas porté chance à Hamon, qui a fait presque 0% aux élections. Alors, on pourra peut-être revenir sur le revenu universel tout à l'heure pendant la discussion. Bien sûr, la question, à l'ère de l'intelligence artificielle, la question politique, la question marxiste revient. Comment régule-t-on une société profondément inégalitaire avec un nouveau type d'inégalité qui est la complémentarité ou la non-complémentarité des gens face à l'intelligence artificielle. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a une énorme prime aux gens les plus doués, les plus intelligents, les plus plastiques, les plus innovants, les plus entreprenants, les plus, comme disent les Américains, problem solving. Dans le monde physique, les écarts entre les humains sont faibles. Dans le monde intellectuel, les écarts sont beaucoup plus importants. Nous n'avons pas réfléchi, quand nous avons développé l'intelligence artificielle, à la façon dont nous allons réguler le problème politique majeur, qui est qu'il n'y a qu'un écart de 1 à 3 à 1 à 4 de force physique dans l'espèce humaine, alors qu'il y a sur le plan intellectuel des écarts beaucoup plus importants. Et comme je dis souvent, on prend une crevure comme moi. Si on en prend 3 ou 4 comme moi, eh ben on va remplacer un déménageur. Ou si j'y vais tout seul, je vais faire le boulot du déménageur en 4 fois le temps. Mais je vais arriver à le faire, malgré mes petits bras minables. Vous prenez 1 million d'ouvriers agricoles, ils ne vont pas faire le boulot d'un physicien nucléaire ou d'un data scientist. Il y a des différences entre la sphère intellectuelle, la sphère cognitive et la sphère physique qui sont horribles. Et puis une fois que vous avez 1 million d'ouvriers agricoles ou de cantonniers, vous pouvez en rajouter 1 million, ça ne va toujours pas en faire un statisticien. Hélas, mais c'est comme ça. Comment régule-t-on une société de la connaissance, une société de l'intelligence, alors qu'il y a des écarts importants de capacité intellectuelle dans l'espèce humaine?
on le sait bien, il y a des gens qui sont vraiment pas très doués. Il y a des gens qui sont vraiment pas très innovants. Il y a des gens qui comprennent vraiment pas bien l'univers de la data, l'univers des données, qui vont être paumés dans la sphère de l'intelligence artificielle, qui vont être des naufragés du numérique. Piketty a vendu son livre jusqu'aux États-Unis, Le Capital au XXIe siècle. Je ne partage pas du tout son point de vue, je suis un entrepreneur libéral, comme je pense beaucoup d'entre vous ici. Mais il pose une vraie question, c'est comment règle-t-on les nouvelles formes d'inégalité? Sa réponse, c'est la fiscalité. Ma conviction, c'est que la fiscalité n'est pas le sujet. Au XXIe siècle, si on veut réduire les inégalités, il faut d'abord réduire les inégalités intellectuelles pour que tout le monde puisse comprendre la société de la connaissance et que tout le monde puisse être compétitif de l'intelligence artificielle. C'est en cela que, comme je disais tout à l'heure, je pense que le tabou du QI est suicidaire. Il va bien falloir qu'on arrête d'envoyer les enfants, notamment issus des milieux défavorisés, au bord de la falaise, en leur fournissant des formations où ils ne vont pas du tout être complémentaires de l'intelligence artificielle, mais parfaitement substituables. C'est le nouveau chemin des dames, où il y avait 15 000 morts par jour et où les généraux français, les maréchaux français envoyaient les gamins se faire tuer en 1917, ce qui a donné à toutes les mutineries dont on voit l'histoire très romanesque et romancée dans Un long dimanche de fiançailles. L'intelligence, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est le droit. Hélas, le pouvoir au XXIe siècle, c'est d'abord le pouvoir de l'intelligence et donc du QI. Le QI mesurant la plasticité cérébrale et la capacité d'innovation. Et la démocratie, j'en suis persuadé, ne peut pas survivre aux écarts actuels de quotient intellectuel, de capacité d'innovation. Parce que nous ne sommes qu'au début de la vague de l'intelligence artificielle. En 2030, 2040, 2050, quand on aura automatisé les camions, les voitures de livraison, les métiers manuels, le métier de comptable qui est automatisable en 10 ans intégralement, etc., etc. Que va-t-on faire pour les gens qui ne sont pas des entrepreneurs innovants, qui ne sont pas des intellectuels, qui ne sont pas des managers? Eh bien, nous n'avons pas aujourd'hui la réponse. L'IA est une extraordinaire machine à créer du populisme. Vous connaissez ce graphique terrible que la Harvard Business Review a sorti au printemps. Voilà les augmentations de revenus depuis 2-3 décennies. Et voilà la répartition mondiale des richesses. Les très riches de tous les continents ont vu leur rémunération beaucoup augmenter. La middle class asiatique a vu sa rémunération exploser. Ça, c'est l'Afrique et les classes populaires d'Asie. Et ça, c'est les petites classes moyennes et classes populaires d'Amérique du Nord et d'Europe. Ce qu'on appelle les petits blancs n'ont pas gagné de niveau de vie depuis 20 ans. Et en fait, la Harvard Business Review a fait sa stat sur 20 ans, mais c'est vrai sur 30 ans aussi. Les petits blancs sans diplôme, les électeurs de Trump, ont le même revenu aujourd'hui qu'en 1985. C'est vrai aux États-Unis, en France, en Allemagne. Les gens peu diplômés sont de plus en plus concurrencés par les cerveaux d'Asie et maintenant par les cerveaux de silicium. La crise populiste ne fait que commencer si nous ne réfléchissons pas aujourd'hui à cette question. On a vu, nous ne pouvons pas faire comme faisait l'armée napoléonienne qui abandonnait tous les malades dans les fermes lors des retraites et les gens se démerdaient. En général, ils étaient rançonnés puis zigouillés. Bien sûr, la place de l'argent dans la société à l'ère de l'intelligence artificielle est une vraie question. Et il y a peu de travaux économiques sur le sujet, mais il va bien falloir réfléchir et se poser une question. Le jour où l'intelligence artificielle est 1 milliard de fois plus puissante qu'un cerveau humain, pourquoi y aurait-il des cerveaux humains qui gagneraient plus qu'un autre? Et en tant que libéral capitaliste, ce n'est pas la mort de l'argent une perspective qui m'enthousiasme particulièrement. Alors, la première réponse, c'est de dire l'école. C'est l'école qui va régler ça.
Alors on a un problème avec l'école, c'est que l'école, entre la position du missionnaire et puis un radiologue, ou le MBA du gamin, ou le doctorat du gamin, il faut 30 ans. Pour faire une intelligence artificielle, il faut 1/1000 de seconde. Heureusement, l'intelligence artificielle aujourd'hui est inférieure en multidisciplinarité à un cerveau humain, heureusement. Mais il faut 1000 milliards de fois moins de temps pour faire une IA, pour dupliquer une IA, que pour fabriquer un gamin qui a son MBA. 1000 milliards. Le Rockefeller Institute de New York, en juillet dernier, donc, montrait que son intelligence artificielle allait 1000 fois plus vite pour régler un problème d'analyse sur les tumeurs du cerveau que les meilleurs généticiens du cancer de New York. Sébastien Schoen, l'inventeur de la Google Car, a dit que ça va être de plus en plus difficile pour des cerveaux humains d'être compétitifs face à l'IA, mais il faut quand même se battre. Il ne faut pas abandonner la partie. Le problème, c'est que les gens qui éduquent les cerveaux de silicium, les gens qui éduquent l'intelligence artificielle, sont les gens les mieux payés au monde. Lewandowski, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était l'un des meilleurs développeurs d'intelligence artificielle chez Google, il était à 20 millions par an. Nos instituteurs français ou suisses, ça c'est un Suisse, gagnent beaucoup, beaucoup moins. Autrement dit, nous mettons les meilleurs cerveaux biologiques humains et nous les payons à prix d'or pour éduquer les cerveaux de silicium, et on sous-paye les gens qui forment les cerveaux de neurones, ceux de nos enfants. Dans 30 ans, il est probable qu'on trouvera ça complètement con. Qu'on dépense tant d'argent et tant de neurones pour former les cerveaux de silicium, et si peu d'argent et si peu de neurones pour former les neurones faits de neurones, les cerveaux faits de neurones. Il va falloir, en termes de priorité, que nous réfléchissions globalement à l'équilibre des dépenses entre l'éducation de l'intelligence artificielle et l'éducation des cerveaux de nos enfants. L'autre problème qu'on a en matière d'éducation, et qui est tout sauf politiquement correct, et qu'on voit très bien dans l'étude américaine PPP, dans lequel on a pris des enfants à quotient intellectuel moyen médiocre, 85, et on a fait un système de coaching très très intensif avec des très bons coachs et très bons profs pour essayer de les faire décoller. À la fin de l'étude, qui est une étude longue, le quotient intellectuel des enfants n'avait pas bougé. Ils étaient moins délinquants, ils étaient mieux insérés socialement, mais on n'avait pas augmenté leur QI. On aurait fait le même programme sur des gamins plus doués, ils auraient gagné 10 points de QI. Le drame de l'école, c'est que c'est une technologie parfaitement éduquée pour les gens qui ont une bonne plasticité cérébrale et qui sont intelligents. L'éducation n'est pas une technologie adaptée aux gens qui ne sont pas très malins. On le voit tous les jours en termes de formation. Quand on est face à des gens pas très doués, on peut leur faire des formations lourdes de 6 mois. Au bout de 6 mois, on est désespéré du résultat. Et d'ailleurs, souvent, les gens ont une formule assassine, l'éducation rend humble. C'est un problème majeur. Quand on augmente les investissements dans l'école, on augmente les écarts de quotient intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans l'école, bien sûr. Mais quand on investit plus sur l'école, on ne gagne pas beaucoup sur les gens peu doués. Et on gagne beaucoup sur les gens doués. Car l'école agit mieux sur des cerveaux plastiques que sur des cerveaux pas plastiques. L'IA, vous l'avez compris, c'est d'abord un problème de cerveau. Qu'allons-nous faire de nos cerveaux, nous, du cerveau de nos collaborateurs, du cerveau de nos enfants? Comment la société va gérer cet équilibre entre le transistor et le neurone? Derrière la guerre entre les cerveaux biologiques et les cerveaux de silicium, il y a maintenant des neurotechnologies qui sont en train d'émerger et qui nous font rentrer dans ce qui était le fantasme de Teilhard de Chardin, vous savez, ce philosophe jésuite qui avait inventé le concept de noosphère, qui était la fusion de tous les cerveaux des hommes, auprès de Dieu dans son esprit, la noosphère, avec un N majuscule.
Mark Zuckerberg a annoncé en juin dernier la sortie de casques de télépathie pour augmenter nos capacités à communiquer, qui vont permettre de communiquer d'être humain à être humain par télépathie, d'être humain à ordinateur et d'ordinateur à être humain. Les premiers casques seront commercialisés par Facebook en 2019, dans 500 jours. Dans 500 jours. Vous imaginez à 10 ou 15 ans l'impact sur les business. Musk a lancé Neuralink, je l'ai dit tout à l'heure, donc ce ne sont plus des petits casques qu'on aurait comme à l'extérieur. Là, c'est directement mettre 86 milliards de nanocomposants autour de nos neurones pour augmenter nos capacités intellectuelles. Ça pose des problèmes médicaux, philosophiques, etc., politiques multiples. Vous imaginez s'il y avait un hacking de ces dispositifs? À l'ère des neurotechnologies, notre cerveau pourrait tomber en panne, bugger, être hacké. Il y a des réflexions neuropolitiques majeures à avoir avant d'accepter la généralisation des implants Neuralink dans le cerveau de nos enfants et de nos petits-enfants. Avec un problème. Si tous les voisins acceptent de mettre des implants Neuralink chez mon petit-fils et qu'on ne le fait pas sur mon petit-fils, que va-t-il faire à part être le larbin des autres? Il risque d'y avoir des effets d'entraînement importants. Et ceux qui seraient les plus éthiques au sens judéo-chrétien du terme pourraient être rapidement marginalisés. Brian Johnson, autre brillant intellectuel et financier de la Silicon Valley, a lancé un programme comparable à celui d'Elon Musk. Ce monde est un monde d'éclatement de la réalité. Entre le réel des réseaux sociaux, le monde filtré par les intelligences artificielles, la réalité augmentée telle qu'on le voit dans le nouvel iPhone qui sort en décembre, la réalité virtuelle, les rêves modifiés par la technologie. Le réel est en train d'exploser. Le patron de Netflix, il y a quelques mois, devant les analystes, a expliqué que le business model de Netflix n'allait pas être éternellement de nous vendre des MP4 qu'on allait télécharger sur nos appareils, mais que le modèle futur serait de nous fournir des comprimés qui nous permettraient par voie neurotechnologique de vivre le film. Comme dans cet extraordinaire film qu'était Total Recall dans les années 70, où les gens vivaient les expériences, avec parfois quelques effets secondaires, puisque vous vous souvenez que dans le film, ça ne se passe pas très bien, il y a un petit raté au moment de l'implantation du souvenir. Oui, il y a aujourd'hui dans la Silicon Valley et parmi les géants du numérique des projets qui font craindre à certains que nous pourrions rentrer dans une dystopie littéraire ou cinématographique et que nous pourrions nous fondre dans un gigantesque cerveau partagé entre nos cerveaux biologiques, l'intelligence artificielle et entre les deux, les implants qu'Elon Musk prévoit de mettre dans le cerveau de nos enfants. Tout ceci, est-ce la fin du monde et la fin du business? Bien sûr, non. Alors, il y a des business qui disparaissent vite. En France, 300 000 cabines téléphoniques il y a 20 ans. La dernière sera démantelée le 31 décembre 2018. En 21 ans, on est passé de 300 000 cabines téléphoniques à zéro. Le monde du numérique est un monde qui peut disrupter des modèles anciens. Il serait faux d'imaginer un monde où nous, petits entrepreneurs, nous serions bouffés par les méchants GAFA. Bien évidemment, il va rester plein de business à côté, autour des GAFA. Il y a des business qui vont disparaître, comme toujours, mais il y aura des business encore plus gros qui vont réapparaître. Les porteurs d'eau ont disparu. Il y en avait 29 000 à Paris en 1793, mais le business de la distribution de l'eau est beaucoup plus important en 2017 que le business de la distribution des 29 000 porteurs d'eau au milieu de la Révolution française pendant la Terreur. En 1890, on voyait bien que les porteurs d'eau, les maréchaux ferrants, les forgerons, les taillandiers allaient peut-être disparaître. Mais on ne voyait pas qu'il y aurait des fabricants de microprocesseurs, des fabricants de voitures, des fabricants d'avions, des gens qui feraient des vidéos YouTube, des gens qui feraient des médicaments, des transplantations cardiaques. À un moment donné, on voit toujours les métiers qui disparaissent, on ne voit jamais les métiers qui vont apparaître par définition. Si on les voyait déjà,
on aurait déjà monté les business correspondants, par définition. Aujourd'hui, on voit très bien les métiers qui vont disparaître. Nous ne voyons quasiment aucun des métiers qui vont apparaître. Il y a bien sûr la crainte que l'intelligence artificielle pourrait devenir malveillante et hostile. C'est la crainte, vous l'avez compris, de plein de gens, dont Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et de Hawkins, de Musk, et de pas mal d'autres. Il y a des réponses politiques à ça, mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a aujourd'hui une concurrence très forte entre l'armée chinoise et l'armée américaine au travers de l'intelligence artificielle. Et l'un des dangers, c'est qu'en voulant brûler les étapes, les grandes puissances militaires fassent sortir et fassent se développer dans le darknet des intelligences artificielles hostiles sans s'en rendre compte. C'est la vision et la crainte de Musk, et ça n'est pas totalement impossible. Il faudra être vigilant. Il faut qu'il y ait une police internationale de l'intelligence artificielle. Alors, qu'on soit dans le business ou qu'on soit citoyen, le monde qui vient, c'est un monde où il y a plusieurs basculements majeurs des centres de gravité. D'abord, on l'a vu, entre le neurone et le transistor, il y a un équilibre qui se fait de plus en plus en faveur du transistor et qui pourrait conduire à la fusion entre le transistor et puis le transistor électronique et puis nos neurones. Nous passons d'une économie qui était une économie traditionnelle à une économie démiurgique, La volonté de Google de tuer la mort, de nous rendre immortels, la volonté d'Amazon, de Bezos d'Amazon de coloniser l'espace. Il n'y a pas très longtemps, Bezos, dans une interview, a dit que nous allons avoir la possibilité d'avoir 1000 milliards de terriens qui colonisent l'espace, le cosmos. Vous savez que Bezos a dépensé des fortunes pour faire des fusées et va faire bientôt des fusées des trajets réguliers entre la Terre et la Lune. Et il envisage, comme Elon Musk, une colonisation du cosmos dans les prochaines décennies. Kurzweil, le vice-président de Google, expliquait, grâce à la fusion entre les neurones et les transistors, nous allons devenir des dieux, godlike, démiurge, qui veut dire démiurge. La volonté d'éditer l'humanité, c'est-à-dire de modifier nos caractéristiques génétiques grâce à ce dont vous avez déjà entendu parler, les enzymes CRISPR-Cas9, sur lesquels il y avait un moratoire international. Les gens s'étaient engagés à réfléchir avant de développer ces enzymes. Et les Chinois ont fait un bras d'honneur à la communauté internationale, puisqu'une semaine après le moratoire pour bloquer les modifications génétiques sur embryons, la Chine a publié une première série de 86 embryons génétiquement modifiés par cette technique. Ce qui, vous l'imaginez bien, a cassé le moratoire, et les Américains ont publié une série de 68 il y a quelques semaines. Cette volonté de développer, de tuer la mort pour Google, que j'avais décrit il y a quelques années dans La mort de la mort, avec tous les milliardaires de la Silicon Valley qui dépensent des fortunes pour euthanasier la mort, pose d'immenses problèmes éthiques et change radicalement la structure de l'humanité. Une chose est sûre, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des nanobiotechnologies, à l'ère de la modification de notre ADN, nous n'allons pas consacrer toute cette intelligence pour fabriquer des espadrilles bio à la main. Ce pouvoir transhumaniste va nous conduire à une économie transhumaniste. Et le problème est de savoir comment nous allons la réguler. Autre basculement, le pouvoir passe du Parlement vers les plateformistes. Amazon est plus puissant que le droit commercial suisse ou français. Google est plus puissant que le droit des médias français, américains ou canadiens. La vraie loi aujourd'hui, c'est la loi des plateformistes du numérique, ça n'est pas la loi votée par les parlements. Certains craignent que nous devenions une colonie numérique des GAFA, et c'est vrai que si l'on prend l'exemple français, on a la CNIL et ils ont les GAFA. Et il faudrait réfléchir à la raison pour laquelle il n'y a aucun plateformiste en Europe. Nous avons un basculement entre l'Atlantique et le Pacifique, et on voit bien que le centre du monde n'est plus chez nous, il est sur l'axe Shanghai-la Silicon Valley. Nous avons un basculement aussi sur le plan intellectuel. Il y a 10 points d'écart de quotient intellectuel aujourd'hui entre Singapour et la France. 10 points.
les cerveaux d'Asie ont beaucoup progressé, notamment parce qu'il y a eu des investissements massifs sur l'école. C'est à Singapour que les profs sont les mieux payés au monde. Et ça a conduit à ce que, dans PISA, Singapour est numéro 1 mondial, loin devant la Suisse, la France, etc. Singapour. Et que le niveau de vie à Singapour est 2 fois le niveau de vie en France. Alors que Singapour était un pays miséreux en 1950. Alors, quel chemin? Et je vais conclure. Je n'ai que 5 minutes de retard. Quel chemin? Quel chemin pour nos économies? Quel chemin pour nos business? D'abord, il faut, à l'échelle de nos entreprises, à l'échelle de nos familles, à l'échelle de nos États, casser cette désynchronisation entre le temps de la technologie et le temps de la politique. Il faut que nous nous réadaptions, que nous nous resynchronisions avec le temps de l'intelligence, avec le rythme et la vitesse de l'intelligence artificielle. Sinon, la société va se disloquer. Paul Yanni avait dit des choses intéressantes dans les années 30 sur l'impossibilité pour une société d'avoir des institutions en décalage complet avec la technologie et avec les business models. Ce qu'il a dit dans les années 30 est toujours vrai aujourd'hui. À société nouvelle, à civilisation nouvelle, il faut des institutions politiques, économiques et de sécurité sociale nouvelles. Il faut que nous gérions, ce n'est pas une pub pour mon prochain bouquin, mais presque, il faut que nous gérions la guerre des intelligences, et ce n'est pas une bataille technologique, c'est d'abord une bataille politique et philosophique. C'est une bataille philosophique. La démocratie, de mon point de vue, en dépend, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous devons casser la boîte noire qu'est l'intelligence artificielle, organiser une gouvernance de l'intelligence artificielle, une police de l'intelligence artificielle, et nous devons, à notre niveau, organiser la complémentarité entre le neurone et le transistor. De toute façon, aucun d'entre nous n'aura du travail s'il n'est pas complémentaire de l'intelligence artificielle. C'est tautologique. Si moi, plus l'intelligence artificielle égale intelligence sans moi, pourquoi me paierait-on? Si l'intelligence artificielle fait aussi bien que moi, sans moi, pourquoi on me paierait? Nous ne serons payés que si intelligence artificielle plus nous est supérieure à intelligence artificielle sans nous. Et donc nous devons chercher en permanence les zones où nous sommes complémentaires de l'intelligence artificielle. On l'a dit, sur la main, la finesse de la main, il n'y a pas de concurrence sur les 10 à 15 prochaines années. Il faut en permanence repérer la frontière entre le domaine du neurone et le domaine de l'intelligence artificielle, avec les îles où il y a des zones de complémentarité, c'est-à-dire de mélange entre l'intelligence artificielle et l'échange humain. Cette frontière va beaucoup bouger, elle n'est pas du tout figée. Il faut que nous surveillions en permanence cette frontière pour adapter nos entreprises, notre propre formation et le système éducatif à l'échelle globale d'un pays. En termes de métier, j'ai presque fini. Quelles sont les menaces? Quels sont les endroits qui sont menacés? Si on prend un axe compétence qu'on va résumer par le quotient intellectuel, mais c'est très réducteur, et un axe main, on voit bien qu'il y a 4 cases. Les métiers non manuels, pas très sophistiqués, les métiers non manuels sophistiqués, les métiers non manuels, manuels non sophistiqués, les métiers manuels sophistiqués. Comptable, c'est très facile à numériser dans les 10 prochaines années. Je ne dis pas expert comptable, je dis comptable. D'ailleurs, j'étais récemment à l'ordre des experts comptables en France, ils sont très inquiets, ils se demandent ce qu'ils vont faire de leurs comptables. Qu'ils appellent dans le jargon français les collaborateurs, qui ne sont pas capables de devenir experts comptables et qui savent juste faire des contentés, alors qu'on commence à voir aux États-Unis des logiciels gratuits sur téléphone portable, où chaque fois qu'il y a une facture, le petit patron fait une photo de la facture, de la note de restaurant, du gaz, ça part aux États-Unis dans un système d'IA qui fait les contentés, qui fait la comptabilité en temps réel. Vous avez vos comptes en permanence, minute après minute, avec votre besoin en fonds de roulement, toutes vos caractéristiques, et
chose redoutable, ça vous fait des propositions continues, c'est d'ailleurs le business model, de cost-cutting. Compte tenu dans un rayon de 50 km, compte tenu de la caractéristique de votre business, compte tenu de ce que vous faites, compte tenu de la taille des locaux, vous payez votre assurance incendie 42% trop cher. Et voilà les gens qui vous font 42% moins cher. Ce qui est un problème pour les prestataires en matière de petit business. Donc comptable. Après, vous avez des métiers sophistiqués non manuels, hein, radiologues. Alors les radiologues vont trouver de nouvelles occupations, mais ils vont être très challengés dans les années qui viennent. Après, vous avez les métiers manuels, femmes de ménage. C'est... Vous vous moquez, mais le jour où vous gagnerez à l'heure autant qu'elle a gagné à l'heure, puisqu'elle a gagné 5 millions de dollars sur une prestation, certes non désirée, qui a duré 10 minutes, semble-t-il, ce qui nous fait quand même à l'heure du 120 millions de dollars, non imposable, eh ben, vous pouvez toujours courir. Hein. Elle est quand même particulièrement douée, la petite Nafissa. Et puis après, vous avez les métiers manuels et très sophistiqués, comme un 3 macarons Michelin. Et ça, pour ceux qui aiment manger comme moi, vous avez reconnu, c'est l'Arpège Passard à Paris. Donc l'ordre de concurrence par l'intelligence artificielle, ce n'est pas de tout celui qu'on imaginait, c'est ça, 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 alors qu'on imaginait que c'est ça qui serait touché en premier il y a encore 10 ou 15 ans. Face à ce tsunami, il faut être mobile. À titre individuel encore, à titre d'entreprise, et puis pour la société. Il faut savoir gérer la complexité. Le monde de demain va être ultra complexe. Il faut faire beaucoup de veille technologique. Ce n'est pas forcément fastoche quand on a un petit business, parce qu'on est forcément le nez sur le guidon. Et on n'est pas des prospectivistes. Il faut faire un effort pour réfléchir au futur de son business à 5, 10, 15 ans. Ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, à l'ère de l'intelligence artificielle, ce sera nécessaire, sinon certains business seront balayés. Et puis, c'est Kevin Kelly, c'est l'un des intellectuels de l'intelligence artificielle. L'un des trucs les plus importants demain, le vrai management demain, c'est pas de manager les hommes, c'est de manager les hommes et l'intelligence artificielle. C'est de manager les intelligences, parce qu'il va y avoir plusieurs types d'intelligence artificielle. Et d'être le chef d'orchestre qui manage à la fois des cerveaux biologiques et des cerveaux de silicium, c'est ça la vraie valeur de demain. C'est une valeur inestimable, ça, ce ne sera pas concurrencé par l'intelligence artificielle. Et si je me permettais de vous donner un conseil business ce soir, ce serait de devenir des coordonnateurs des intelligences dans les années qui viennent. Il faut être pour cela transversal et se forcer à raisonner toujours out of the box, ce qui, là encore, n'est pas toujours facile. Alors, quelques mots sur la Suisse. Ce n'est pas un scoop. Vous avez tout pour réussir. Vous avez la stabilité politique. Vous avez un beau pays. Vous avez un consensus politique pour faire bouger les choses avec assez peu de drame. En 5 siècles, on n'a jamais nationalisé personne, on n'a jamais piqué le pognon de personne, on n'a jamais eu de dictature. Vous avez une stabilité que personne n'a. Et si vous êtes resté le coffre-fort de la Terre après la mort du secret bancaire, c'est qu'il y avait des qualités qui étaient supérieures au simple secret bancaire, parce que tout le monde imaginait que votre industrie bancaire allait mourir, parce qu'elle ne reposait que sur le secret. Et ce n'était pas du tout le cas. Et ça a beaucoup surpris de gens qui s'imaginaient un effondrement du wealth management suisse, ce qui n'a pas été le cas. Vous avez tout pour réussir. Vous avez même, et c'est fondamental dans l'économie de la connaissance, des bâtiments universitaires qui sont magnifiques. Alors, on est chez vos cousins du canton de Vaud, on n'est pas à Genève, mais personnellement, je suis fasciné par cette merveilleuse histoire qu'est le PFL. Cette école pourrie qui qui était du niveau d'une petite école de BTS français il y a quelques décennies, est devenue, par la magie de la volonté locale et de la concentration des énergies, des talents, et avec une stratégie extraordinaire, est devenue un endroit
extraordinaire. Et quand j'étais gamin, si on m'avait dit que je pousserais mes enfants à faire le PFL, je n'y aurais pas cru. Et c'est pourtant le cas aujourd'hui. Et ça, c'est un des éléments de votre talent, de votre génie ici, d'avoir de si belles universités, malgré une taille petite, vous n'êtes que 6 millions. Quand on voit à Lausanne le PFL et l'école hôtelière, on ne peut être qu'ébloui dans une ville, Lausanne, qui a la taille d'Alençon en France, et je vous assure qu'à Alençon, il n'y a pas des universités du niveau de celles qu'il y a à Lausanne. La beauté est fondamentale. Pour concentrer les talents, les start-up innovantes, il faut un cadre de vie stable, il faut de la beauté, vous l'avez bien évidemment. C'est un atout immense dans les décennies qui viennent. Les coins pourris, les dictatures, les endroits merdiques où il n'y a rien à voir, rien à faire, pas de paysage, ne concentreront pas les talents, les intelligences, les universités, les profs d'université. Vous avez tout. Vous avez à la fois un système universitaire, vous avez la beauté, vous avez la stabilité, vous avez énormément de smart money avec des entreprises très fortement capitalisées qui peuvent monter en gamme très vite, beaucoup plus vite que dans beaucoup d'autres pays où les entreprises n'ont pas de pognon et ne peuvent pas supporter un choc technologique parce qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter. Elles meurent avant d'avoir sauté le pas technologique. Vous avez une certaine sagesse et à l'ère de toutes ces technologies démiurgiques, pour trouver l'équilibre entre Némésis, la sagesse, et puis l'hubris, la folie technologique, la folie d'un Dédale, la folie de tous les transgresseurs, vous êtes finalement pas trop mal placé pour trouver un équilibre entre la technologie, une bonne utilisation de la technologie, et un consensus démocratique pour stabiliser et rationaliser l'utilisation de la technologie. Vous n'êtes pas une civilisation qui va se laisser bouffer par la technologie en faisant un selfie. Je pense que si on devait résumer la Suisse en une image, on dirait que c'est le contraire de ça. Bien sûr, il y a une limite au modèle suisse. Le Game of Thrones des grands plateformistes, des GAFA, cette bataille entre les intelligences artificielles et humaines, la guerre des intelligences artificielles chez les militaires, tout ceci pose des problèmes géopolitiques et des problèmes de puissance. Il n'est pas certain que la Suisse demain puisse rester neutre et tranquille entre ces montagnes. Peut-être va-t-il falloir que vous vous mouilliez un petit peu plus, que vous rentriez dans le monde, car le monde de demain ne sera pas un monde de bisounours, et votre splendide isolement, il ne sera pas forcément tenable à l'ère d'Homo Deus, de l'intelligence artificielle et des géants du numérique. Je vous remercie.